Les droits régissent nos vies, mais les comprenons-nous vraiment? Comprendre les droits pour mieux défendre ses droits. InJustice vous invite à découvrir les essentiels de base du droit avec tous ces thèmes juridiques intéressants. Vos litiges, vos contrats, vos droits, vos obligations, vos devoirs. On vous explique tout. Connaître la loi, c'est avoir les pouvoirs. Chaque mardi à 11h30 et jeudi à 21h juste, des experts décryptent pour vous les grandes questions juridiques sur Héritage TV, la chaîne à grande vision, avec Adams Malaika. InJusticia, tout savoir sur le droit. Très chers téléspectateurs et auditeurs, bienvenue dans InJusticia. Lorsque une personne est victime, on la demande quelles sont les preuves que tu nous apportes. Donc vous ne pouvez pas d'emblée directement saisir le juge pénal pour cette infraction-là. La femme veut se mettre en arrière-plan. La loi a prévu que celui qui n'est pas d'accord dans un dossier peut faire appel. Lorsque le juge va constater que les actes ont été posés par une personne qui n'a pas qualité, vous allez perdre le procès. Ma maman base à la wana et l'État assassine. Vous suivez InJusticia, nous recevons pour vous Maître Cédric Kalala Kalombo, juriste de formation. Avec lui, nous parlerons de la dette et l'abus de confiance en droit congolais, à qui d'ailleurs j'ai dit bonjour maître. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Vous allez bien? Je vais très bien, Dieu fait grâce. Alors nous parlerons aujourd'hui de la dette et l'abus de confiance en droit congolais. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une dette selon les droits congolais? Merci beaucoup madame pour le caractère essentiel de la question. La dette, selon le droit civil congolais, il s'agit d'une obligation juridique d'une personne que l'on appelle le débiteur à exécuter une prestation au profit d'une autre personne qu'on appelle le créancier. Ça peut être à payer une somme d'argent, un objet, ainsi de suite. Bon, déjà, quand est-ce qu'on parle du créancier, du débiteur? Le débiteur, c'est la personne qui va vers l'autre. Pour dire non, voilà, je suis dans les besoins. Je veux 10 000 francs. Je veux vous acheter votre voiture, mais je n'ai qu'une partie d'argent. Je ne saurais pas vous remettre la totalité parce qu'après discussion, je me suis rendu compte que vous cherchez 10 000 $, 5 000 $, mais moi, je n'ai qu'une partie. Donc, ça dit que je n'ai que 2 500, je n'ai que 1 500. Lorsque je vous verse la partie, et il va rester un crédit. Cette fois-là, je suis débiteur. Je vous dois, en fait. Et même réalité aussi, pour les premiers exemples, je vous ai dit tout à l'heure que je suis venu, je vous propose, je vous dis, madame, j'ai besoin de 10 000 francs. Peut-être c'est pour acheter à manger ou je ne sais pas quoi. Directement, je suis débiteur. Quand vous me mettez cet argent-là, vous êtes créancier. Voilà. Alors, qu'appelle-t-on un abus de confiance? À quoi cela est différent de la dette? Merci madame pour la question. L'abus de confiance, il faut dire que relève de la responsabilité pénale. C'est une infraction prévue et punie par le Code pénal congolais à son article 95. L'abus de confiance, c'est le fait de s'approprier un bien appartenant à autrui de manière frauduleuse, avec bien entendu un détournement. Parce que l'abus de confiance fait partie des infractions dites d'appropriation frauduleuse par détournement. Ça veut dire qu'on vous remet quelque chose avec l'obligation de faire arriver quelque part. Donc il y a une destination bien prévue et vous, dès que vous vous retrouvez en possession de ça, vous en faites usage comme vous voulez. Ça, c'est un abus de confiance. Je donne un exemple. On vous remet un téléphone avec l'obligation d'aller remettre à un monsieur X. À partir du moment où vous prenez ce téléphone, vous commencez à l'utiliser, directement, vous êtes coupable de cette infraction qu'on appelle l'abus de confiance. Parce que ce téléphone vous a été remis
pour que vous puissiez aller donner à une personne bien identifiée. Mais à votre niveau, vous avez trouvé important de ne pas aller faire arriver l'objet à la destination. Tout au long de l'émission, nous allons expliquer les éléments qui constituent cette infraction d'abus de confiance. Parce que la question est celle de savoir quelle est la différence entre la dette et l'abus de confiance. Je vous ai dit tout à l'heure que l'abus de confiance, c'est une infraction prévue par le Code pénal congolais. Pour ne pas me répéter, j'ai parlé de l'article 95 du Code pénal congolais. Et la dette aussi, c'est une infraction? La dette n'est pas une infraction. La dette relève de la matière civile pour laquelle on ne peut pas arrêter une personne. Je crois tout au long, bien entendu, de l'émission, on en parlera aussi beaucoup plus en profondeur. Donc la dette, il s'agit d'une responsabilité civile. Comme je vous ai dit ici, qu'il y a un prêteur, ou soit nous avons parlé du créancier et du débiteur. C'est lui qui vient vers l'autre, qui prend quelque chose avec l'obligation de retourner par la suite. Et donc ici, nous parlons de la responsabilité civile. Lorsqu'on parle de la responsabilité civile, la peine par rapport à la responsabilité civile, c'est quoi? C'est la restitution, c'est l'annulation, c'est aussi la réparation. On va expliquer, on va développer toutes ces choses. Alors, les simples faits de ne pas rembourser une dette constituent une infraction ou bien un abus de confiance? Non. Ne pas restituer la dette, ça n'a jamais été une infraction. Ok. Ça n'a jamais été une infraction. Donc, on peut pour nous en prêter comme nous voulons? Bon, en fait, quand vous prenez la dette et après vous ne retournez pas, cela ne constitue pas l'infraction d'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est autre chose. Je vous ai dit tout à l'heure ici que c'est lorsque vous prenez quelque chose qui a été destiné à l'usage donné, vous détournez cet usage-là. Cette fois-là, on parle de l'abus de confiance. Mais la dette, quand on vous remet de l'argent, soit on vous remet quelque chose, d'office, ça devient votre propriété. C'est ce qui crée la différence entre l'abus de confiance et la dette. Et donc, pour autant, en tout cas, on ne peut pas parler d'une infraction là-bas. Alors, dans quelles circonstances une dette peut-elle devenir une affaire pénale? Bon, je dirais pas du tout, parce que la dette reste toujours la responsabilité civile selon notre système juridique, tout comme cela aussi est renseigné en droit comparé, c'est-à-dire dans beaucoup de systèmes juridiques à travers le monde, la dette n'a jamais été une infraction. Et pour autant, on ne peut pas dire que la dette peut devenir pénale. Mais il arrive parfois où la dette coïncide avec l'abus de confiance. De quelle manière? Je donne un exemple. Vous remettez à une personne une voiture pour que celui-ci aille vendre. Mais la personne se retrouvant en possession de la voiture, elle ne va pas vendre cette voiture comme prévu. Qu'est-ce que cette personne fait? Elle prend la voiture et elle cache. Et par la suite, elle vend cette voiture-là de manière frauduleuse. Et après, elle vient vous dire, écoutez, on m'a volé cette voiture. Lorsque vous vous rendez compte que cette voiture a été cachée et vendue, c'est-à-dire la personne vous doit la somme que vous vous êtes entendu. Par exemple, c'était 5 000 $. Il a une dette à vous donner, à vous rembourser les 5 000 $. La deuxième des choses, il est coupable de l'infraction d'abus de confiance. Pourquoi? Parce qu'il est allé utiliser la voiture qui lui a été remise à des fins qui n'étaient pas prévues. Donc là, la dette coïncide avec l'abus de confiance. Il est arrêté pour l'abus de confiance et il est censé vous retourner 5 000 $ par rapport à la voiture, soit par rapport à l'accord qui a été conclu entre vous deux. Mais à part les 5 000 $, il y aura quand même des dommages et intérêts? Dommages et intérêts, là, c'est une question qui sera évoquée lorsque nous sommes devant une juridiction, notamment le tribunal, soit la cour, ça dépend des juridictions. Cette fois-là, on pourra en parler. Mais lorsqu'on est au parquet, on est à la police, il n'y a pas de dommages et intérêts. Mais lorsqu'on est devant un juge compétent, on va évoquer cette question parce que les dommages et intérêts relèvent également de la matière civile. Oui, en parlant de juge, quels sont les éléments qui permettent au juge de retenir l'abus de confiance? Il y a premièrement l'accord, l'accord, exactement. Il y a l'accord qui est le premier élément, c'est-à-dire que vous vous entendez avec une personne. Il y a sous forme d'un contrat. Ce n'est pas sous forme comme tel, mais c'est un contrat. Un accord ou un contrat. C'est le premier élément. Il faut qu'il y ait d'abord une preuve palpable. Exactement. Il y a une preuve, ça peut être orale ou écrite cette preuve, c'est-à-dire l'accord ou un contrat, bien entendu, entre vous. Et la deuxième des choses, c'est la remise d'un objet. La troisième des choses, c'est le détournement de cet objet. Avec ces éléments, le juge peut dire l'infraction est établie.
Alors, si quelqu'un emprunte un bien, un téléphone, et refuse de le rendre, est-ce automatiquement un abus de confiance? Non, pas forcément. Je m'explique. Quand on emprunte un téléphone, par exemple, avec l'obligation de retourner, si à la date prévue pour pouvoir retourner, la personne est en voyage ou la personne a oublié, en tout cas, il est difficile de pouvoir parler de l'abus de confiance. Ici, nous faisons allusion à un élément constitutif d'une infraction, parce que nous en avons trois. Nous avons l'élément légal qui fait référence au texte. L'infraction n'existe que lorsqu'elle est prévue par un texte. Nous parlons de l'élément matériel qui fait en soi la matérialité de l'infraction, l'acte même posé. Et le troisième élément, c'est l'élément moral, l'attitude psychologique de l'auteur du comportement réprimé par la loi. Mais pour les cas sous examen, ici, il est difficile de pouvoir prouver l'intention de la personne qu'elle était de s'approprier de manière frauduleuse la chose en question. Donc, si on a du mal, parce que comme vous le savez, en matière pénale, il appartient à celui qui s'est plaint de prouver, n'est-ce pas? Ce n'est pas à la personne qu'on soupçonne ou soit qu'on est en train de poursuivre de présenter les preuves. La charge de présenter les preuves revient à celui qui allègue les faits. Donc c'est à vous qui êtes en train de vous plaindre de prouver réellement l'intention de cette personne. Ce qui veut dire ici que si l'intention n'est pas prouvée, que la personne voudrait s'approprier de manière frauduleuse la chose qui lui a été remise, et donc l'infraction n'est pas établie. Mais si vous êtes capable de prouver que la personne était déjà en train de vouloir utiliser cette histoire sans vouloir retourner, et donc l'infraction est établie. Est-ce que c'est possible de nous donner un peu quelques exemples concernant l'abus de confiance? Oui, entre autres, il y a de chauffeurs, taxi, par exemple, j'achète mon véhicule, je remets à une personne. Il se présente là-haut, voilà, et je suis chauffeur et consort, on s'est mis d'accord. Vous allez commencer à me verser 50 000 francs les jours. Mais mon frère là, lui quand il prend la voiture, il disparaît des jours, il ne vient pas. Je l'appelle, il ne répond plus au téléphone. Troisième jour, il vient là-bas, non, vous m'avez arrêté, vous voyez, comprenez, et la voiture n'a pas tous les documents au grand complet, c'est comme ça que les services m'ont arrêté en route. Directement, là, on parle d'un abus de confiance. L'abus de confiance, pourquoi? Parce que il y a eu un accord. Nous nous sommes entendus. Vous allez commencer à me verser 50 000 francs les jours. Il y a eu la remise d'un objet. C'est quoi l'objet? C'est la voiture. Le détournement, c'est parce que l'argent, c'est mon droit. Les versements, vous l'avez détourné à des fins qui n'étaient pas prévues. Donc, vous vous êtes comporté comme un propriétaire alors que vous ne l'êtes pas au vrai sens. Donc, vous avez détourné mon droit, bien entendu, et la voiture, et mon argent aussi. Et donc, vous êtes coupable de cette infraction d'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est dans beaucoup de cas. Je peux donner un autre exemple où on vous remet de l'argent, on dit, écoutez, vous êtes mon ami, prenez cet argent, allez donner à ma femme. Vous prenez cet argent, vous ne donnez pas à ma femme, vous allez donner à quelqu'un d'autre. Vous faites autre chose. Oui, vous faites autre chose, ou carrément vous donnez à quelqu'un d'autre. Allez donner à la femme de Maître Cédric. Vous êtes coupable de cette infraction. Parce que je vous ai dit, allez donner à madame. Le fait de donner à quelqu'un d'autre, et donc vous avez détourné la destination. Donc vous êtes coupable. Beaucoup de gens le font d'ailleurs. Donc on vous... Ou en arrivant, vous donnez peut-être à l'enfant ou à une nièce. Par exemple. C'est toujours l'abus de confiance. C'est toujours l'abus de confiance. Mais la destination est détournée ici. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut les distinguer avec l'escroquerie? Oui. La petite différence, c'est que l'escroquerie, on utilise les mensonges. La ruse. C'est vrai qu'elles toutes font partie des infractions dites d'appropriation frauduleuse par détournement. Mais ici, il faut dire que la petite différence, c'est juste les mensonges. L'escroquerie, on s'amène avec les mensonges, la ruse. On dit non, écoutez, moi je suis directeur dans telle entreprise, on engage des gens là-bas, vous me remettez 100 $, je vais vous engager. 200 $, je vais vous engager. Alors qu'en réalité, je ne les suis pas. Ou carrément, je les suis, mais je ne suis pas capable de faire ce que je vous ai dit.
Donc le fait pour moi d'obtenir ces 100 $, ces 200 $ par le mensonge, carrément l'infraction d'escroquerie est établie. La petite différence entre l'abus de confiance et l'escroquerie. Maintenant, l'abus de confiance, nous nous sommes entendus. Je vous ai donné, vous m'avez dit exactement votre besoin, je vous ai remis. Nous nous sommes entendus. Là, il n'y a pas de problème. Mais ici, en ce qui concerne l'abus, l'escroquerie, je vous ai menti. Je vous ai menti pour que vous puissiez me donner la crédibilité. Mais pour l'abus de confiance, nous nous sommes entendus. Il n'y a pas de mensonge. Mais c'est après que les comportements changent de forme. La Constitution veut qu'il n'y ait pas de prison pour la dette. Mais ici, nous devons nous dire qu'est-ce que vous entendez par dette. Parce que le commun des mortels va vous donner une autre considération de la dette. C'est quand il parle de l'abus de confiance, il vous dit « il me doit ma dette ». C'est quand il parle de la dette qu'il vous parle de l'abus de confiance. Le principe, c'est que lorsqu'il s'agit d'une dette, il n'y a pas de prison pour dette. C'est la Constitution qui le dit. Nul ne peut être privé de sa liberté pour une dette. Et celui qui enverra quelqu'un pour une dette en prison aura violé la Constitution et il aura commis l'infraction de l'article 67 du Code pénal, livre 2e, qui réprime l'arrestation arbitraire, la détention arbitraire et l'enlèvement, parce qu'au sein de la même disposition, nous avons les 3 comportements. Nous sommes toujours en train de parler de la dette et l'abus de confiance avec Maître Cédric Kalala Kalombo, qui est juriste de formation. Alors, Maître, j'aimerais un peu savoir quels sont les droits du créancier lorsqu'un débiteur refuse de le payer. Merci, madame. La loi est claire. Quant à ça, le créancier est censé saisir la justice. Cette fois-là, le tribunal directement. Je n'ai pas parlé de la police, je n'ai pas parlé de la ANER, je n'ai pas parlé du parquet, je n'ai pas parlé du bureau 2. Vous savez, en droit public... parlé du parquet, oui. Oui, en droit public, il y a un principe selon lequel les compétences sont d'attribution. La loi n'a pas donné la compétence au parquet, à la ANER, à la police, tout comme au bureau 2, d'instruire sur les dossiers qui concernent la matière civile. La dette faisant partie de la matière civile, et donc il faut saisir un juge compétent. Lorsque nous parlons de la compétence, nous faisons déjà allusion aux 3 compétences que beaucoup de gens connaissent, la compétence personnelle, la compétence géographique ou territoriale, ainsi que la compétence personnelle d'une juridiction. Et donc, tout cela fait en sorte que les juges soient compétents pour être saisis. Cette fois-là, le créancier saisit le juge par voie d'assignation. Puisque j'ai parlé de 3 compétences, matérielles, personnelles et géographiques, le créancier aussi doit faire attention pour ne pas faire une erreur de procédure. Donc, aller saisir un juge qui n'est pas concerné. Il faut voir le montant aussi. Si c'est beaucoup d'argent, 5 000, 10 000, 20 000 $, directement, il y a un juge compétent qui est censé poser les actes. C'est le juge du tribunal de grande instance. Si c'est peu d'argent, peut-être 500 $, tout ça, il va saisir le juge du tripé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les compétences sont d'attribution. Le juge sera saisi en matière civile. Et lorsque le débiteur viendra, on ne va pas l'arrêter malheureusement. On ne l'arrête pas. Pourquoi? Parce que le juge qui instruit, il n'est pas pénal, c'est un juge civil. Il n'est pas actif. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour arrêter les gens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous contraindre, vous, débiteur, de retourner l'argent d'autrui. Si vous ne retournez pas l'argent, on va procéder à la saisie conservatoire de vos biens. Si vous ne réagissez pas toujours positivement, on va procéder à la vente aux enchères de vos biens. Cette fois-là, pour permettre toujours au créancier de retrouver ses biens. Parce qu'il est dit que les biens du débiteur constituent les gages communs de ses créanciers. Et donc, pour autant, le juge, soit la justice, va vous aider à retrouver vos droits. Voilà le plus important. Et donc, passez au parquet pour se plaindre parce que
il y a quelqu'un qui a votre Ou dette. à la police. Ou à la police. Il s'agit d'une arrestation arbitraire. Madame, je vais vous dire que l'article 67 du Code pénal congolais punit celui qui instruit un tel dossier, celui qui arrête et celui qui se plaint en justice. Et tous, en qualité d'auteur, co-auteur et complice pour l'infraction qu'on appelle l'arrestation arbitraire. Et donc, les gens doivent éviter de se plaindre à la police, au parquet, en dehors des juridictions, parce que le parquet n'est pas une juridiction. Le parquet, c'est un organe. C'est un organe poursuivant, bien entendu. Quand je parle de juridiction, nous voyons la cour, nous voyons aussi le tribunal. Ce sont là les juridictions que nous avons. Et donc, la cour, par rapport aux personnes qui bénéficient des privilèges de poursuite. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas poursuivables par les tribunaux. Et c'est par exemple la cour. Je prends l'exemple des magistrats, par exemple. Comme les avocats. Les avocats aussi. Ils sont poursuivables à la cour d'appel. Les magistrats pour les infractions des droits communs, c'est la cour d'appel, tandis que les infractions administratives, c'est la cour de cassation. Voilà. Il y a des gens qui bénéficient les privilèges de poursuite. Les députés, les ministres, et ainsi de suite. Mais sur ce, quels sont les droits des débiteurs face aux poursuites de son créancier? Il a quand même des droits à préserver. Oui. Bon, beaucoup plus, lorsqu'on parle de poursuites, déjà je comprends que le droit pénal s'invite, parce que c'est le parquet qui poursuit. Même quand on dit que la personne est poursuivie au tribunal, c'est-à-dire, de manière implicite, le parquet poursuit la personne devant un tribunal. Le tribunal juge, la cour juge, le ministère public poursuit. Donc c'est déjà le pénal qui s'invite à la table. Et donc, pour cette situation, je vais dire ici que la Constitution est claire quant à ça. Nul ne peut être arrêté, condamné et jugé qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Donc on ne peut pas accepter d'être arrêté parce que j'ai une dette que je n'ai pas payée. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle une arrestation arbitraire. Par conséquent, j'ai l'obligation, par la voie de mes avocats conseils, de saisir la justice contre celui qui m'a arrêté. Parce que ça, c'est une arrestation arbitraire. J'ai beaucoup de respect pour les magistrats, les OPJ, ainsi de suite. Mais un magistrat qui instruit un dossier dans le sens d'arrêter une personne qui a une dette d'autrui qui n'a pas retourné, alors il se rend coupable de cette infraction que l'on appelle l'arrestation arbitraire. L'article 61 de la Constitution nous renforce encore la compréhension en disant qu'on ne peut pas faire la prison, on ne peut pas arrêter une personne pour dette. Et donc, c'est contre la volonté du constituant, c'est contre la volonté du législateur congolais, et pour autant, on estime que les débiteurs, celui qui a une dette, qui est arrêté, est censé attaquer en justice toutes ces personnes. Je vous ai dit ici qu'il y a l'auteur, il y a les co-auteurs et les complices. C'est-à-dire celui qui arrête. Celui d'abord qui instruit les dossiers. Par exemple, ça peut être un OPJ. Lui, il est concerné, il est auteur. Nous avons celui qui exécute. Donc, les policiers qui partent arrêtés, ils sont co-auteurs. Il y a aussi les complices, la personne qui part se plaindre en justice. Qui se plaint, pas en justice de manière générale, qui se plaint auprès de l'OPJ. La victime. Oui, il se plaint la victime. Parce que vous avez utilisé la mauvaise foi. La mauvaise voie, pourquoi? Parce que la loi, bien sûr, a déjà établi les possibilités à travers lesquelles vous allez retrouver vos droits. Mais comment vous allez au-delà? Donc ça, c'est un abus. Et cette victime peut demander la réparation pour ces préjudices subis? Exactement. Je vous ai dit tout à l'heure ici que la sanction par rapport à la responsabilité pénale, c'est la réparation, c'est l'annulation, c'est aussi la restitution. Parmi les 3 sanctions qui sont prévues par rapport à la responsabilité civile, j'ai parlé de la réparation. C'est-à-dire que ça fait partie. La victime peut aller exiger les dommages et intérêts, la réparation. Maintenant, il appartient au juge d'apprécier. Parce que la personne, le débitaire, peut aussi avancer des raisons qui peuvent pousser, bien entendu, le juge à comprendre que ce n'était pas de gré, ce n'était pas volontaire. Il y a eu des cas de force majeure qui arrivent. Et donc, on ne peut pas pour autant exiger aussi beaucoup. Voilà. Et j'ai parlé de l'annulation, ça peut être un contrat qui a été mal signé, peut-être entre majeur et mineur, qui peut être annulé. J'ai parlé aussi de la restitution, peut-être de quelque chose qui ne vous appartenait pas, quelque chose qui a été mal acquis et consort. Voilà. Ce sont là des sanctions par rapport à la responsabilité civile. Mais à la responsabilité pénale, il y a la condamnation, l'arrestation et la condamnation. Mais la responsabilité civile, on n'arrête pas. Il y a des mesures, bien entendu, qui sont prévues, que je viens d'énumérer ici.
En ce qui concerne la condamnation, quelles seraient les sanctions pénales? Il y a des amendes, l'emprisonnement, pendant combien de temps? En ce qui concerne l'abus de confiance. Exactement, c'est la servitude pénale, parce que le droit congolais voudrait qu'on dise la servitude pénale en lieu et place de l'emprisonnement, un vocable qui est beaucoup plus utilisé en droit comparé. Par exemple, en France, on dirait emprisonnement. Ici, chez nous, nous allons dire la servitude pénale. Et cette peine est de 3 mois à 5 ans de prison. Donc, ça va de 3 mois à 5 ans. Donc, il appartient encore au juge d'apprécier sur les circonstances aggravantes ou atténuantes de la situation. Ouais. Alors, le juge peut aussi faire attention aux faits bénins. Ça existe également. Exactement, exactement. Voilà pourquoi j'ai parlé des circonstances atténuantes ou carrément des faits bénins, comme vous l'avez dit. On estime que ça, c'est moindre ça. Il peut acquitter la personne, ou soit condamner la personne avec celle-ci. Donc, il y a une peine petite qui est prononcée, mais vous n'allez pas écoper cette peine. Pourquoi? Parce que le juge estime que vous êtes peut-être un délinquant mineur et aussi les faits, il est lui-même bénin. Voilà. Parce que ça, c'est un pouvoir qui est donné au juge. Hein. L'article, je crois, 50. Donc, ça veut dire qu'un mineur peut aussi commettre l'abus de confiance? Non. Un mineur ne peut pas commettre une infraction. Et jamais. Quand vous lisez la loi portant protection de l'enfant, cette loi est claire par rapport à ça. La loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Cette loi écarte toute possibilité allant dans le sens de dire que l'enfant a commis une infraction. Parce que les enfants, étant mineurs, sont placés dans le régime des incapables. C'est-à-dire que ces enfants ne peuvent ni consentir, ni prendre un engagement. Alors, ce que les autres qualifient des infractions pour les majeurs, pour les enfants, on appelle ça manquement. Alors, quand l'enfant commet un manquement qualifié d'infraction, directement, il sera déféré devant les juges compétents, les juges pour enfants. Et celui-ci va statuer là-dessus, parce qu'il est là tout simplement pour viser les intérêts des enfants. Donc, quand on parle des intérêts des enfants, c'est voir comment les civilement responsables vont se présenter là-bas. Donc, les parents, bien entendu. Et quand les civilement responsables se présentent, on va leur dire, écoutez, ce que votre enfant a fait. Donc, ce sont les parents qui vont pouvoir réparer cette histoire-là. Mais l'enfant, lui, n'est pas concerné. Et là, c'est un enfant de 14 au-delà. Mais de 0 à 13 ans, en tout cas, l'article 95 de la loi que je viens de vous présenter écarte toute possibilité allant dans le sens de dire que cet enfant puisse être présenté devant le juge pour enfants. Parce qu'on estime qu'il est exempté des poursuites, même pas des poursuites, parce que le tribunal pour enfants n'est pas un juge, n'est pas le tribunal répressif. C'est un tribunal éducatif. Donc, il est là pour pouvoir éduquer, raison pour laquelle les avocats ne mettent pas la toge, y compris même les juges. Il n'y a même pas de policiers là-bas, parce que l'environnement doit être propice dans le sens de pouvoir éduquer et non de réprimer, comme c'est le cas avec nous les majeurs, ou effrayer. Comme c'est le cas avec nous les majeurs, on est là, on est en train de nous punir, on parle du caractère répressif, voilà le plus important. Et donc, les enfants de 0 à 13 ans bénéficient de ce qu'on appelle la présomption irréfragable. C'est un droit qui leur a été donné par les législateurs pour dire, même s'ils tuaient, ils sont allés plus loin, donc ils ne peuvent pas être tenus responsables, ce sont les civilement responsables qui vont réparer. Mais il existe quand même des prisons pour enfants en RDC. Il n'y a pas de prison, ils sont placés dans les quartiers généraux. Là-bas, c'est une place où ils sont éduqués une fois de plus. Parce que vous savez, d'ailleurs, je vais tenter quand même de parler de la pédagogie, parce que le droit est une science sociale. Donc, en pédagogie, il y a 5 agents de l'éducation, parmi lesquels il y a aussi l'État. Et l'État, qui a donné la mission à la justice, fait en sorte que cet enfant soit éduqué. Parce qu'on estime que quand l'enfant pose des actes qui ne cadrent pas avec la loi, alors l'enfant, il est mal éduqué. Alors, on les récupère de cette manière. Donc, il n'est pas là comme un prisonnier, mais comme un enfant qui est en train d'être éduqué. Voilà pourquoi il y a les assistants sociaux qui sont là, qui sont en train de suivre de près l'évolution de ces enfants. Voilà. Alors, en cas de conflit lié à une dette,
est-il préférable de chercher un règlement à l'amiable plutôt que de saisir la justice? Qu'en pensez-vous? Oui, madame, vous savez, tout juriste sérieux va vous dire que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Les arrangements sont encouragés. Parce que l'objectif du droit n'est pas de séparer, mais plutôt d'unir et de consolider l'unité et les vivre ensemble. Donc, le droit est pour la médecine, les médicaments, pour les patients. Donc, le droit est pour la société, le médicament pour le patient. C'est-à-dire, les juristes est comme le médecin vis-à-vis de son malade. Et donc, les juristes sont là pour pouvoir aider les populations ou les gens à vivre dans le sens de consolider l'unité et la cohésion. Et donc, moi, je prône les arrangements. Donc, vouloir aller beaucoup plus en justice, ce n'est pas préférable. Nous allons remplir les causes des tribunaux en vain. Le plus important est de se mettre autour d'une table. Mon cher ami, mon frère, mon ami, ainsi de suite. Nous sommes devant cette situation, on ne s'était pas entendu de cette manière ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, écoutez, voilà, entendez-vous, même à partie, qu'il vous verse, et puis vous allez finir par trouver un consensus, que vouloir aller directement en justice, tu vas voir, non, des histoires comme ça, parce qu'en réalité, on ne va pas l'arrêter. Je vous ai dit ici qu'on ne va pas l'arrêter. Il va perdre son temps. Alors, vous allez perdre votre temps. Je ne suis pas en train de décourager les gens à partir en justice. Ils peuvent partir comme ils veulent. Mais ici, retenez que cette personne ne sera pas arrêtée. Voilà. Donc, on va quand même contraindre à celui-ci de vous payer. Ça, c'est un impératif. Mais au lieu de perdre ce temps-là, arrangez-vous. C'est le plus important. Y a-t-il des erreurs que les citoyens commettent les plus souvent dans les affaires de dette? Exactement, il y en a autant. Il y en a autant. Parce que quand on donne de l'argent, madame, on doit d'abord savoir que cet argent peut retourner ou pas. C'est vraiment une hypothèse. Il faut vraiment mettre ça en esprit. Cet argent peut retourner ou pas. Mais quand vous donnez de l'argent avec l'intention de récupérer dans 48 heures, dans une semaine, selon l'échéance, en tout cas, vous faites une erreur grave. Parce que si cet argent ne revenait pas, alors ça va compliquer vos relations. Et pour autant, vous risquez de commencer à échanger des langages. Et quand les langages malveillants sortent, vous le savez comme vous, comme moi, que vous vous rendez coupable d'une infraction que l'on appelle imputation dommageable. Parce que vous commencez à dire des choses. Tu es irresponsable. Mon argent, comment tu ne m'as pas payé? Déjà, le droit pénal s'invite. Et vous, le créancier, et lui, le prêteur ou le débiteur, vous vous voyez devant la justice. Donc, le créancier peut perdre ses droits comme ça. Exactement. Vous, pour mon argent, ça c'est quelle justice? Au Congo, il n'y a pas la loi. Pour mon argent, on m'arrête. Mais toi, tu ne sais pas que quand tu as traité l'autre d'irresponsable, cela constitue une infraction que l'on appelle les imputations dommageables. Conformément à l'article 74 du Code pénal congolais. Alors, c'est un comportement discutable. Maintenant, que doit-on faire pour être protégé de tous ces dégâts? Pour ne pas être victime de tous ces malheurs. En tout cas, madame, de manière sincère, je ne décourage personne. Je ne décourage personne à faire confiance à l'autre. Continuez à collaborer, mais soyez souple. Soyez souple. Pourquoi souple? Parce que avant de donner de l'argent, soyez d'abord sûr de la personne à qui vous voulez donner de l'argent. Vous voyez, soyez sûr de la personne. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître la personne de manière entière, mais on doit avoir quand même une connaissance sur sa réputation. Si c'est quelqu'un qui est reconnu comme malhonnête, alors il faut vous réserver. Ne donnez pas de l'argent parce que vous allez regretter. Mais une question de preuves qui peuvent quand même nous protéger avant de donner ou de prêter de l'argent. Bon, en termes de preuves, par écrit déjà, quand il y a un document que vous pouvez rédiger, ça va, mais parce qu'en matière civile, ce n'est pas comme en matière pénale où la preuve est libre. En matière pénale, la preuve est libre, mais en matière civile, en tout cas, c'est très compliqué. Il faut qu'il y ait une preuve palpable.
Au cas contraire, en tout cas, vous allez perdre votre raison. Donc, quand vous remettez de l'argent à une personne, obligez à celui-ci d'écrire. Moi, je reconnais avoir, papa. Là-bas, vous mettez un document. Vous regardez cette pièce-là. Elle va vous servir. Ou un enregistrement. Un enregistrement aussi avec la loi des numériques. Ça nous permet quand même de présenter cela comme une preuve. Quel conseil donnez-vous à une personne qui emprunte de l'argent et à celle qui prête de l'argent? Je commence avec celui qui prête de l'argent. Les conseils, il faut avoir un grand cœur. Parce que, comme chez nous ici au Congo, on dit que... comment on dit? On dit que celui qui n'a pas la dette d'autrui, c'est un voleur. C'est comme ça qu'on dit. Il y a en Swahili, on dit... comment, il y a un adage là, on dit... Donc vous comprenez déjà que dans notre schéma mental, avoir une dette n'est pas surtout un problème. Il faut, en tout cas, nécessairement, on doit avoir une dette. Mais quand on évolue dans un environnement comme celui-là, en tout cas, il faut avoir un grand cœur. Il ne faut pas vraiment être rigoureux envers ceux qui prennent de l'argent. Donc ça, c'est celui qui donne, le créancier. Alors, ceux qui prennent l'argent, les débiteurs, en tout cas, il faut avoir une bonne conscience. Parce que la conscience est la voix intérieure qui nous dit cet acte est bon ou mauvais. Est-ce que cette conscience que tu as? Parce que moi, je me pose la question parfois, est-ce qu'il y a des gens à qui on a retiré la conscience normale, on a remplacé par une autre conscience artificielle? Elle existe. Je me pose la question, je n'ai jamais eu la réponse. Quand tu prends de l'argent d'autrui, parce que tu étais dans les besoins, et après, ça commence à devenir des midi à 14h, c'est pas quand même responsable. Respectez-vous, retournez de l'argent, comme prévu, c'est le plus important. Ouais. Est-ce qu'une entreprise peut avoir une dette avec un employé? Oui, c'est possible, ce sont des cas fréquents d'ailleurs. Ce sont des choses qui arrivent. Au lieu de payer la totalité, on paye un peu, on reste avec de l'argent, tout ça. Mais cela est régi par le code du travail. Parce que déjà, l'employeur, quand on parle de l'entreprise, au regard du droit, ou soit du code du travail, on parle de l'employeur. L'employeur doit être en mesure de prendre en charge les employés. Et lorsque vous restez avec les dettes de vos employés, cela est considéré comme une faute lourde pour laquelle l'employé peut saisir la justice par la voie de l'inspection du travail, parce que cela reste une procédure incontournable. Vous devez passer par l'inspection du travail et après, si vous ne vous entendez pas toujours, on va vous dresser le PV de non-conciliation avec lequel vous allez saisir le juge compétent. Et cette fois-là, on va, si vous gagnez un tel procès, on va verser dans votre compte les dommages et intérêts. Et la loi parle de beaucoup de mois, entre 1 à 36 mois. Voilà. De 1 à 36 mois, on va trouver les justes milliers. Est-ce qu'on peut aussi parler de la dette dans un ménage, dans un mariage? Dans un mariage? En tout cas, oui. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand on est dans un mariage, chacun continue à garder ses droits et devoirs. Raison pour laquelle on ne peut pas arrêter la femme pour une infraction commise par l'homme. Pour autant, chacun est libre. Mais pour pouvoir comprendre le vrai sens de ce que vous voulez savoir à travers votre question, nous allons maintenant retourner au régime matrimonial choisi par ces deux personnes. Si c'est la communauté universelle des biens, alors il n'y a pas de dette. Parce que vos biens sont considérés comme les miens quand on est dans un tel régime. Parce que c'est quoi ce régime-là? Parce que nous en avons trois. Nous avons la communauté universelle des biens, nous avons la communauté des biens réduits aux acquis, et nous avons le régime des biens séparés. La communauté universelle des biens, nous avons dit, les biens que les conjoints avaient avant le mariage et ceux qu'ils ont eu pendant le mariage, parce que les acquis, ce sont les biens acquis pendant le mariage, vous appartiennent. Et la communauté des biens réduits aux acquis, là, nous voyons
n'est exclusivement les biens que vous avez eus, en sorte que vous avez acquis pendant le mariage. Mais ce que vous aviez eu avant, et ce que votre conjoint aussi avait eu avant, en tout cas, ça ne concerne personne. Et le troisième régime, c'est le régime des biens séparés. Alors, nous allons tenir compte du régime que vous avez choisi. Donc, c'est ce qui va faire en sorte qu'on puisse savoir est-ce que réellement il y a une dette ou pas. Crimen, nous la poena sinélégué. Oui, l'adage dit ceci. Pas de crime sans loi. Merci, maître, d'être passé à une justice. Merci beaucoup, madame. Alors, vous avez suivi une Justicia, nous avons parlé de la dette et l'abus de confiance avec maître Cédric Kalala Kalombo, qui est juriste de formation. Avec lui, nous avons partagé ces thèmes, très chers téléspectateurs et auditeurs. Merci de nous avoir suivis. C'était une Justicia avec Adam Samalaïka. D'ici là, portez-vous bien. Et à très bientôt. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit.